bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'Union progressiste informe ses militants sur les nouvelles dispositions de la Constitution nationale. Une tournée de vulgarisation est organisée à cet effet. La délégation était avec les leaders communaux de Tukuntuna. Une nouvelle image de l'Afrique projetée aux universités africaines de la communication de Ouagadougou. L'édition 2019 de ce grand rendez-vous de réflexion intellectuelle a démarré hier lundi dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Le Bénin pourrait-il bientôt extraire ou exploiter du pétrole? Le projet Pipeline Bénin-Niger a entamé les études d'impact archéologique. Une équipe du journal télévisé a enquêté sur l'évolution du projet. 6 nouveaux diplomates accrédités près le Bénin ont présenté ce matin au président Patrice Talon leurs lettres de créance. Les nouveaux ambassadeurs entendent développer davantage les relations entre leur pays et le Bénin. Le récit de la cérémonie avec Ricardo Lekpekou et Jean Nombime. C'est son Excellence Katharina Gertruida Maria Totiuka Clève qui a été la toute première à ouvrir le bal de la présentation des lettres de créance ce mardi matin au Palais de la Marina. Née le 14 décembre 1956, son Excellence Katharina Gertruida Maria Totiuka Clève est titulaire d'un master ingénieur en sociologie rurale et développement. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur désigné du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, elle a occupé de nombreuses fonctions, aussi bien au département du ministère des Affaires étrangères de son pays qu'à l'extérieur. La nouvelle ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, avec résidence à Cotonou, fut successivement de 2011 à 2014 chef de coopération, ministre conseillère à l'ambassade des Pays-Bas à Bamako, chef de coopération et chef de division de la société civile au ministère à la Direction générale de la coopération internationale de novembre 2014 jusqu'à sa nomination. J'ai été très honorée de pouvoir présenter les lettres de créance et nous avons parlé beaucoup sur la coopération qui unit nos pays, nous travaillons déjà ensemble plus de 35 ans dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé, de la reproduction et des droits sexuels. Et nous avons vraiment pu échanger sur tout ce qui nous unit dans la collaboration, les défis qu'il y a sur notre chemin pour vraiment assurer un développement et obtenir des résultats dans ces domaines. Dans tout ça, nous avons aussi insisté sur les droits des femmes, les droits des jeunes, qui sont au cœur de notre programme de coopération. Son Excellence Adnan bin Mahmoud bin Mohamed Bostaji est le nouvel ambassadeur de l'Arabie Saoudite près le Bénin avec résidence à Abuja. Né le 19 décembre 1960, le diplomate est titulaire d'une licence S-Lettres en sociologie et d'un diplôme supérieur d'études diplomatiques de l'Institut d'études diplomatiques à Riyad. Il entre au ministère saoudien des Affaires étrangères en avril 1980. Le diplomate y occupa jusqu'en août 1991 le poste de divan général, puis de 1991 à 1998, chef de mission adjoint à l'ambassade saoudienne à Téhéran. Monsieur Bostaji fut ensuite nommé chargé d'affaires à l'ambassade saoudienne à Copenhague et chargé des affaires économiques et des organisations internationales à l'ambassade saoudienne à Londres. Avant sa nomination en avril 2018, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin, Monsieur Bostaji était chef de mission adjoint à l'ambassade saoudienne à Berlin. J'ai eu à transmettre le message du roi d'Arabie Saoudite au président de la République et ses souhaits de prospérité et de bonheur pour le peuple béninois et la République du Bénin.
Vous aurez remarqué qu'en ces derniers moments, ces relations ont commencé par se renforcer davantage avec beaucoup d'accords qui ont été signés et beaucoup de mémorandums d'entente qui ont été signés entre les deux États, également des visites au haut niveau et également des visites commerciales qui se font entre les deux pays. Cela témoigne de la vivacité des relations entre les deux pays. Et le plus important de ces points de coopération, c'est la volonté affichée des deux gouvernements pour la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Marcelino Cabanas Ansorena est le 3e ambassadeur à présenter ses lettres de créance au Palais de la Marina. Le nouvel ambassadeur désigné d'Espagne est titulaire d'une licence en économie et commerce. En 1987, il embrasse la carrière diplomatique et assure la coordination des organisations internationales et l'étude de coopération et de politique de développement. Le diplomate a occupé de nombreuses fonctions, comme le poste d'ambassadeur du Royaume d'Espagne près le Cameroun en avril 2012, puis en République centrafricaine avec résidence à Yaoundé de septembre 2012 à juin 2015. Le nouvel ambassadeur veut développer de meilleures relations entre les deux pays. J'ai été reçu par son Excellence le Président de la République d'une façon très ouverte. L'Espagne veut accompagner le Bénin dans ce projet de modernisation et dans ces projets d'investissement. Et pour nous aussi, pour l'Espagne, je l'ai rappelé à son Excellence, nous sommes très intéressés à promouvoir notre belle langue, l'espagnol, parce qu'ici, il y a un énorme intérêt. Il y a plus de 500 000 étudiants d'espagnol dans les universités et les collèges publics, et nous voulons aussi promouvoir l'enseignement de l'espagnol. Le président est très ouvert aussi aux possibilités et projets des entreprises espagnoles, surtout dans les domaines dont nous offrons une valeur ajoutée. Nous avons de l'expérience, comme la construction, l'agriculture, les énergies renouvelables. Nous avons parlé aussi de nos relations bilatérales, en prêtant une particulière attention à tous les Espagnols qui sont ici. Né le 2 juillet 1959, son Excellence Emmanuel Mfayo Kourera, qui réside à Abuja, entend travailler pour une meilleure coopération sud-sud basée sur la culture et le commerce. Avant sa nomination, le diplomate était conseiller au bureau chargé des études stratégiques et développement à la présidence burundaise. Il est titulaire d'une licence professionnelle en langue et littérature anglaise à l'université de Burundi, puis d'un diplôme d'études professionnelles approfondies en management des projets de l'université Senghor d'Alexandrie. Quand j'avais présenté les copies figurées avec son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, j'avais laissé un cadre d'accord de coopération générale. Aujourd'hui, j'ai aussi amené une copie d'un accord de coopération culturelle et commerciale. Donc, nous allons travailler sur la coopération sud-sud avec les pays africains. Et c'est pour cela que je suis le premier à présenter lettres de créance et on est en train de faire dans tous les pays africains, comme ça on pourra avoir une coopération active et suivie. La République de l'Inde veut intensifier sa coopération avec le Bénin en accompagnant la réalisation des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Le diplomate indien veut baser la coopération entre les deux pays autour du développement industriel. Son Excellence Abbé Thakur, avec résidence à Abuja, est né le 1er septembre 1969. Il est titulaire d'un master en technologie ingénierie industrielle. Avant sa nomination, M. Abbé Thakur était haut-commissaire à Port-Louis. Depuis la visite du président indien en juillet 2019, les relations entre le Bénin et l'Inde ont connu un essor, notamment dans différents secteurs. Secteur donc économique, également le secteur donc du renforcement des capacités, donc notamment de l'éducation. Plusieurs accords ont été signés lors de la dernière visite du président.
Et nous avons également aujourd'hui un cadre qui permet une circulation assez facilitée des personnes et des biens entre nos deux pays. Notamment, nous avons eu des accords d'exemption de visa pour ceux qui ont le passeport ordinaire et également pour ceux qui ont le passeport diplomatique. Ces accords entreront pratiquement en vigueur d'ici peu. Le président et le ministre des Affaires étrangères m'ont rassuré de pouvoir mener à bien les différentes formalités et procédures qui sont nécessaires avant la mise en œuvre donc, de ces accords, et cela va se faire incessamment. Nous avons également une communauté indienne assez importante résidant ici au Bénin, qui réside au Bénin depuis même des décennies et qui contribue de manière assez importante au PIB du Bénin. Donc nous avons vu un peu avec le président dans quelle mesure ces entreprises indiennes qui sont déjà installées au Bénin pourraient apporter leur soutien effectivement dans tous les projets qui sont prévus dans le cadre du PAG. Comment est-ce qu'il pourrait également contribuer à réaliser un certain nombre de projets prévus dans le PAG? Son Excellence Philippe Stalder est le dernier diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le nouvel ambassadeur suisse au Bénin avec résidence à Accra est né le 29 janvier 1969. Avant sa nomination, il était depuis octobre 2015 ambassadeur en Azerbaïdjan. Monsieur Stadler accorde une importance particulière à la coopération au développement, à l'éducation professionnelle et à la bonne gouvernance. On veut continuer avec nos activités. Le président nous a confirmé qu'on est entièrement aligné avec nos activités de la coopération avec le programme du gouvernement. On a aussi parlé de la décentralisation qui est au cœur d'un ambassadeur de Suisse avec notre histoire de longue date par rapport à ce sujet-là. Finalement, j'ai rassuré le président que je veux changer un peu l'image de l'Afrique en Suisse, que mes citoyens apprennent encore plus du Bénin et qu'ils voient aussi le Bénin et l'Afrique comme continent et région de chance et des opportunités là où on peut faire des investissements et la création de travaux, c'est l'essentiel, je pense, de tous nos pays. Voilà, c'était le ballet des 6 nouveaux diplomates accrédités près le Bénin qui sont allés présenter ce matin au président Patrice Talon leur lettre de créance. Voyons à présent cette tournée de vulgarisation des nouvelles lois de la Constitution béninoise. Les élus de l'Union progressiste de la 4e circonscription électorale font le tour des 5 communes de cette entité électorale. À l'étape de Natitengu et de Tukuntuna, ils ont échangé avec les leaders communaux de leur parti. Aziz Alagbe pour le point. Cette constitution qu'on vient de réviser n'est pas une nouvelle constitution. Ils tiennent à faire la lumière sur la qualité des modifications apportées à la loi fondamentale. Pour ce faire, députés et cadres de l'Union progressiste de la 4e circonscription électorale parcourent les communes de Natitengu, Tukuntuna, Kéru, Kwandé et Péonko. Quand on parle de la constitution touchée, il y en a qui ne sont toujours pas d'accord, sans savoir réellement qu'est-ce qu'on a touché dans cette constitution. Et donc, c'était de bon ton pour nous de venir dire à nos parents, à nos populations, que ce que nous avons fait là, nous n'avons fait que modifier l'ancienne qui était là, en maintenant les points forts de cet ancien document, qu'on appelle souvent les fondamentaux. Les nouvelles lois votées sont donc décryptées pour une meilleure compréhension de leur contenu par les populations. On a mis beaucoup de choses dans cette constitution en faveur du développement de notre pays. Aujourd'hui, sans cette constitution, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on aura au minimum 24 femmes. C'est l'occasion qui nous avait été donnée d'écrire dans la constitution qu'il faut donner une place belle aux femmes. Nous venons par cette voie remercier le chef de l'État, son Excellence le président Talon. Nous sommes encore heureux du fait que c'est noté dans les prises de décision que les femmes doivent être positionnées à de bonnes places. Avec précision, la teneur des nouvelles lois est dévoilée aux leaders communaux
de l'Union progressiste. La chefferie n'était pas reconnue. On l'a fait dans cette constitution. La peine de mort, il n'y a plus une démocratie moderne qui continue de parler de ces trucs pareils. Alors surtout maintenant la généralisation des élections. La Cour des comptes, même le prédécesseur de Talon, Yahi Boni, en a tellement sonné en son temps. Il a été prévu un organe de contrôle, la Cour des comptes, pour contrôler la gestion du sommet jusqu'à la base. Mais à l'intérieur, au niveau décentralisé, il y aura la Cour de contrôle régionale. Ces cours vont contrôler la gestion des collectivités locales. Promesse est faite aux partisans de la pérennisation de cet exercice de restitution afin qu'il soit toujours au parfum de l'actualité de l'hémicycle. UACA 2019, les universités africaines de la communication de Ouagadougou de cette année, c'est du 25 au 27 novembre. Grand moment de réflexion intellectuelle sur l'image de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi dans la salle de conférence Ouaga 2000 avec la participation remarquable du ministre béninois de la communication Alain Orunla. Les détails, c'est avec Lénaïk Agbazaou. Communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique. C'est le thème fédérateur de cette 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Une grande messe scientifique qui réunit journalistes, communicateurs, enseignants-chercheurs et professionnels de l'information et de la communication. Les réflexions sont ici axées sur le repositionnement de l'image du continent, souvent écorchée par les médias occidentaux. Le thème de cette édition, communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique, est l'expression de votre volonté de contribuer à l'édification d'une communication géopolitique construite en partie autour d'une information endogène, libre, crédible et indépendante, et à même d'inverser la tendance et de restituer à notre continent une image en phase avec la réalité. Ce grand rendez-vous continental a connu la présence de plusieurs ministres de la communication de la sous-région, dont celui du Bénin, Maître Alain Sourou Orunla. Je voudrais faire une mention particulière à mes homologues ici présents, M. Yaya Sangaré du Mali, M. Salissou Abi Amadou du Niger, M. Alain Sourou Orunla du Bénin. Au nom de ses pairs, le ministre nigérien de la communication a insisté sur la nécessité d'adopter une démarche communicationnelle commune pour donner une autre image de l'Afrique. Les pays qui ont compris l'enjeu que représente l'importance de l'image projettent toujours une image positive d'eux-mêmes. Ils ne font en aucun cas un étalage excessif de leurs difficultés. Ce que l'image positive d'un pays s'accompagne toujours d'une valorisation de son peuple et de ses richesses. Car l'image constitue également un formidable levier économique. Elle peut, par exemple, favoriser le développement de plusieurs secteurs, notamment touristiques, dans nos pays et donner ainsi une plus-value à nos économies. L'image positive d'un pays peut également conférer à ses habitants respect et considération sur la scène internationale. Nous devons par conséquent nous investir davantage pour mieux cerner les enjeux liés à la guerre de l'image que l'Occident livre depuis des siècles contre le continent africain. La communication introductive a porté sur l'image et le repositionnement de l'Afrique sur la scène internationale. Une présentation du professeur Charles Moumouni de l'Université de Laval, Québec. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou sont une biennale d'importance majeure. En dehors du colloque académique sont également prévues des expositions, un forum des grandes écoles de formation en journalisme et communication et une concertation entre les responsables des télévisions, de l'espace, UMOA. Le projet d'extraction et d'exploitation pétrolière Pipeline Bénin-Niger évolue lentement mais sûrement vers sa réalisation. Après sa présentation et la ratification par les députés à l'Assemblée nationale, les études d'impact archéologique sont en cours. Jérôme Mungbo s'est intéressé au dossier. Le projet de construction d'un pipeline Bénin-Niger sur 2000 km évolue lentement mais sûrement vers sa réalisation.
À l'Assemblée nationale à Porto Novo, les députés ont pris connaissance de ce projet et ils l'ont ratifié. Cet ouvrage consiste à installer sur plus de 2000 km des tuyaux en matériaux très résistants, non corrosifs, qui permettent la circulation du liquide précieux qui va être pompé depuis les périmètres d'exploitation jusqu'à l'embarquement chez nous ici. Une vingtaine de communes seront traversées par le pipeline. À Diawéré sur 18 km, à Diara sur 10 km, à Franco sur 7 km, Bembereke sur 81 km, Gogounou sera traversé sur 49 km, la commune d'Ifouane sur 15 km, Kandi sur 63 km, Ketou 54 km, Malanville 69 km, Ndali sur 59 km, la commune de Ouessé sur 50 km, Parako sur 12 km, Boubé 22 km, Sakete 19 km, Savé 76 km, Semekodji 24 km et enfin Tchaourou 58 km. Une perception du droit de transit s'offre à ces communes. Pour le pétrole brut transporté par le système de transport, le taux unitaire du droit de transit sera $1,5 US, $0,50 US par baril au cours des 10 premières années de la période d'exploitation. Sous réserve des dispositions qui seront convenues dans l'accord du gouvernement hôte à compter de la 11e année d'exploitation, ce taux unitaire de droit de transit sera révalorisé de $0,25 US chaque 5 ans sur le prix du baril transporté pour les 20 années à suivre. Source d'une croissance soutenue, le tissu économique connaîtra un renforcement de qualité avec le développement de certains secteurs d'activité comme les transports. Le programme donc d'entrée de la tuyauterie qui va servir donc à faire la canalisation est déjà connu. On a déjà donc le plan et le pont également a été saisi dans ce sens avec la Sobemap et les transitaires privés qui vont accompagner donc tout le système. Donc nos transporteurs également savent déjà quel type de camion ils doivent apprêter. Donc on leur a donc remis, on va avoir une séance de travail ensemble avec le ministre des Travaux publics et des Transports pour que chacun puisse savoir le rôle qu'il va y jouer. C'est énorme, c'est historique pour notre pays et puis nous pensons que ça va avec beaucoup de retombées en dehors de tout ce qu'on a eu à retracer lors de la présentation du projet. 3000 emplois pour la phase de construction et 500 emplois permanents pour l'exploitation. Nous allons entretenir bientôt les transporteurs, les transitaires, les assureurs et les ouvriers qui vont y travailler, que ce soit les électriciens, les tôliers, les soudeurs. J'ai déjà saisi mes collègues de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur pour offrir donc des sessions de renforcement de capacité à tous ceux qui vont être recrutés pour pouvoir donc directement servir donc dans la construction de cet ouvrage. Donc ça va être au CPU, qu'on appelle EPAC aujourd'hui, à l'Okusa et au lycée Koulibaly, pour permettre donc de perfectionner nos ouvriers qui sont dans la tôlerie, dans la soudure, dans l'électricité, maçonnerie également. Tout ce beau monde-là va être donc pris en charge pour les 3000 emplois dont on a échangé la dernière fois pour la phase de la construction. Tous ceux qui aujourd'hui parlent correctement anglais, écrivent et parlent correctement anglais et français ont cette aubaine. Bientôt le recrutement va démarrer également pour vous dire que tout évolue correctement. Plus grand investissement privé, cet oléoduc va traverser 5 régions du Niger pour atterrir à Semekodji, au Bénin. Une preuve de la bonne forme des relations diplomatiques et de coopération économique entre les deux pays. La prospérité et la pérennité des petites et moyennes entreprises et industries africaines sont au cœur des objectifs de l'association Les 2A International. Une table ronde est organisée à ce sujet ce 25 novembre à Cotonou et il s'est agi pour les acteurs de l'économie de trouver de concert des solutions pour le développement des entreprises béninoises en particulier. Reportage. Ce qui entrave l'entrepreneuriat au Bénin, c'est moins l'engouement des personnes pour la création des entreprises que les difficultés de suivi de ces unités. Il est établi que plus des 2/3 des petites et moyennes entreprises béninoises meurent dans les 2 années suivant leur création. Ce constat n'est pas étranger à l'organisation ce 25 novembre de cette table ronde à l'initiative de l'association 2A International et de ses partenaires.
nous ambitionnons de mettre en place 2 espaces de coworking, créer un fonds de garantie solidaire pour la croissance et la compétitivité des PME membres du réseau, concevoir un annuaire physique et numérique des PME et une plateforme de partenariat et d'échange d'opportunités. Et enfin, former 1200 jeunes auto-entrepreneurs et leur offrir une opportunité d'auto-employabilité clé en main en partenariat avec Ressources Academia et l'Institut ludopédagogique du Québec. L'association 2As International se réjouit de ce rendez-vous destiné à bâtir un réseau d'affaires structuré et économiquement solidaire pour la croissance, la prospérité et la pérennité des petites et moyennes entreprises au Bénin. Nos entreprises ont besoin de partenaires crédibles avec qui travailler en affaires et donc constituer ce réseau de partenaires dont nos entreprises ont besoin est ce qu'on appelle réseautage. Si nous sommes convaincus, cela veut dire que nous sommes venus à cette table ronde pour poser les jalons d'un réseau dont nos entreprises doivent chacune constituer un maillon afin de pouvoir bénéficier du partenariat des autres maillons pour assurer la croissance et la pérennité de nos entreprises respectives. En effectuant le déplacement à cette rencontre de réflexion, Jacques Ayadi veut témoigner de la symbiose naturelle entre le leadership politique et le développement économique. En tant qu'homme politique, je ne peux rester en marge au premier pas d'une telle initiative que je compte suivre de très près pour que les plans à moyen et long terme de CGM portent dans un horizon proche les fruits des efforts et de la pensée révolutionnaire des 2As internationales. Si les réformes engagées par le gouvernement facilitent la création des petites et moyennes entreprises au Bénin, la table ronde de 2As International devrait aider les créateurs d'entreprises à contribuer plus efficacement et plus durablement à l'essor économique du pays. La communauté portuaire d'Anvers et ses partenaires effectuent une mission à Cotonou et c'est dans le cadre de la coopération entre le port autonome de Cotonou et le port d'Anvers. La délégation a visité ce lundi tous les compartiments du port de Cotonou et a rencontré plusieurs responsables d'entreprises au Bénin. Le point avec Ariane Da Silva. La coopération entre le port autonome de Cotonou et le port d'Anvers date de 2018 où le gouvernement avait fait appel à l'expertise d'Anvers pour la modernisation du port de Cotonou. L'un des résultats concrets de ce partenariat, c'est l'organisation d'un séminaire qui réunit les deux parties à Cotonou. Je crois qu'un séminaire de ce type a beaucoup d'avantages pour aussi bien la communauté portuaire de Cotonou, mais également celle du port d'Anvers. Et donc renforcer les liens économiques entre les deux ports, les deux villes, les deux pays est toujours, je crois, quelque chose d'intéressant et d'utile à faire. Nous voulons partager notre expertise, notre expérience et tous les challenges, voir comment nous pouvons les relever main dans la main. Le port de Cotonou occupe une position stratégique puisqu'il constitue l'un des principaux ports d'entrée en Afrique de l'Ouest et c'est une opportunité à saisir pour son développement. Une de nos responsabilités comme équipe le plus important, c'est le positionnement du port de Cotonou vis-à-vis des pays à l'Interland. Donc surtout, on a la partie de marché vers le Niger est assez important, mais il y a beaucoup d'opportunités pour le Mali, pour le Burkina. Si on peut vraiment développer le port dans ce sens, je pense et je crois bien qu'il y a beaucoup de sociétés béninoises qui vont profiter de cette approche, parce que le but est peut-être, pour clarifier un petit peu les mots, partenariat gagnant-gagnant, le but est aussi de faire vraiment de faire gagner et de faire croître l'économie béninoise. Le port, c'est la porte au monde pour un pays et donc nous sommes des facilitaires pour le commerce international. Et je crois que ça va changer beaucoup le mode de faire le commerce si on réussit premièrement, c'est développer un port de vrac,
mais en même temps, on doit développer un concept de distribution pour notre port. À l'occasion de sa mission à Cotonou, la délégation du port d'Anvers a échangé avec des responsables d'entreprises béninoises et a visité tous les compartiments du port autonome de Cotonou. Atelier de sensibilisation à la réglementation relative à l'aviation civile. Les assises ont réuni ce mardi à Cotonou l'Agence nationale de l'aviation civile et ses partenaires. La vulgarisation des réformes en cours dans le secteur était au cœur des échanges. L'aviation civile est l'un des secteurs les plus réglementés au monde. Et pour cause, plus de 100 000 vols réguliers sont effectués chaque jour et transportent environ 12 millions de passagers. Au Bénin, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile qui assure le contrôle des activités aéronautiques. Elle réunit ici, sous la coupole du ministère des Infrastructures et des Transports, les parties prenantes de l'aviation civile pour une meilleure application des tests régissant le secteur au Bénin, surtout en ce qui concerne les innovations. La loi 2013-08 nous donne à l'Agence nationale de l'aviation civile la mission de réglementer, de prendre des tests réglementaires pour organiser un peu le domaine de l'aviation civile. Et il est de notre devoir de mettre à disposition les derniers développements, les dernières innovations, les dernières avancées qui sont dans notre domaine. Cette journée vise les objectifs ci-après. Éveillez votre attention sur certaines exigences nouvelles ou qui peinent à connaître une application effective. Recueillez vos difficultés ou vos préoccupations dans le cadre de vos activités respectives. Proposez des solutions durables et efficaces ainsi que des mesures souhaitables en vue d'une meilleure appropriation des tests par tous les acteurs du système du transport aérien. La certification des aérodromes, la menace interne et le fret aérien sont entre autres thématiques qui vont meubler les échanges pour une aviation civile de qualité. La vision du gouvernement du président Patrice Talon à travers son programme d'action 2016-2021 est de faire du transport aérien soutenu par l'infrastructure aéronautique et du tourisme les leviers de développement économique du Bénin. Vos efforts contribueront à coup sûr à renforcer la qualité du système d'aviation civile au Bénin et au-delà de nos frontières et à faire contribuer davantage le transport aérien au développement socio-économique du Bénin. Il est à espérer de cette séance de travail entre l'Agence nationale de l'aviation civile et ses partenaires un renforcement de la sécurité aérienne au Bénin. Le 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Toute cette semaine, la rédaction vous proposera des magazines sur différentes facettes de riposte contre l'infection à VIH-Sida. Et ce soir, avec Angela Pédia, nous découvrons les recommandations et contre-indications de l'allaitement maternel chez la femme séropositive. Pas besoin d'être un spécialiste pour s'imaginer le gros risque que pourrait courir un bébé nourri au sein de sa mère séropositive. Et c'est vrai qu'il y a quelques années encore, la souffrance psychologique des mamans séropositives était grande. L'allaitement maternel leur était purement et simplement interdit. On disait aux femmes, vous allez désormais utiliser de l'allaitement artificiel. Et ce que dans notre milieu pose énormément de problèmes socio-culturels. Comment une femme qui a accouché dans son milieu familial ne peut pas allaiter son enfant. Personne ne comprend. Et voilà qu'elle ne peut pas non plus déclarer qu'elle est infectée par le VIH. Mais la science a évolué. Aujourd'hui, on sait que la contamination n'est possible qu'à partir d'une charge virale élevée. Scientifiquement, il s'agira de diminuer la charge virale de la mère séropositive pour espérer réduire le risque de contamination au VIH du bébé. On fait l'effort de faire le dépistage de toutes les femmes enceintes. Et une fois que le dépistage est fait,
précocement, la femme enceinte est automatiquement mise sous traitement. Et une fois qu'elle reçoit la trithérapie antirétrovirale, on a le temps de baisser la charge virale avant qu'elle n'arrive à terme. Une fois accouchée, elle continue son traitement antirétroviral. Ce traitement, elle le gardera à vie. Alors à partir de ce moment, l'enfant peut être allaité sans vraiment qu'il y ait de risque de transmission. On parle d'allaitement protégé par les antirétroviraux. En l'absence d'un traitement bien observé, la probabilité de transmission du VIH de la mère à l'enfant par l'allaitement est estimée à 20%. Et puis, il faut aussi éviter tout traumatisme du sein qui pourrait être une porte de transmission du virus au bébé. Le lait maternel a un goût sucré. Quand on va laisser le lait maternel se déposer au niveau du mamelon, ça peut créer de petites plaies à l'anneau. Donc avant et après chaque tétée, il faut toujours nettoyer le bout du mamelon, le mamelon lui-même. Voilà, donc c'est des mesures d'hygiène qui sont enseignées à toutes les femmes de façon générale, mais particulièrement chez les femmes vivant avec le VIH, l'attention est vraiment portée sur ça pour qu'elles comprennent le risque qu'elles courent s'il y a une plaie. Et dès que ça arrive, la prise en charge aussi, elle doit être rapide et efficace. L'autre contre-indication est l'allaitement artificiel qui lui aussi pourrait augmenter les risques de contamination du nourrisson. Quand vous allaitez l'enfant au sein et que vous ajoutez encore le lait artificiel, il y a comme une compétition qui va créer une irritation au niveau du tube digestif et cette irritation va faire qu'il y aura de petites plaies qui peuvent laisser passer le virus de sida. Voilà pourquoi le choix est clair. Soit vous choisissez l'allaitement maternel exclusif ou vous choisissez le lait artificiel, mais les deux, l'allaitement mixte n'est pas possible. Tous les centres de santé et maternité du Bénin sont aujourd'hui équipés de kits d'antirétroviraux et de dépistage du VIH-Sida chez les femmes enceintes. Signalons que l'UNSTB a tenu son 8e congrès ordinaire et le nouveau bureau de l'Union est installé à l'occasion. 3 événements en un sont célébrés ici. Le 45e anniversaire de l'Union nationale des syndicats du Bénin, le départ à la retraite du camarade Emmanuel Zounon, secrétaire sortant de l'Union, et l'installation du nouveau bureau de l'UNSTB. C'est pourquoi je me permets de baptiser cet événement la célébration des 3 glorieuses de l'UNSTB. Né au lendemain de la révolution dahoméenne du 26 octobre 1972, l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Dahomey deviendra plus tard l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. 45 ans après, l'UNSTB compte aujourd'hui 78 315 membres, dont 49 200 femmes et 51 500 cotisants. La nouvelle équipe dirigeante est invitée à maintenir le cap afin de projeter un bel avenir à l'Union. Je voudrais convier la nouvelle équipe à quitter les sentiers battus, d'œuvrer à l'amélioration de sa gouvernance et aux conditions de vie et de travail de vos militants. Je ne doute pas un seul instant de votre sens de responsabilité et du sérieux que vous y apporterez, en plus de lui imprimer un nouveau départ, une nouvelle expérience originale. Pour ma part, je prends l'engagement de continuer la collaboration en jouant pleinement la partition qui est celle de l'UNSTB qui ne vous décevra jamais. Partage de présents, distinctions, chants et danses, ce 8e congrès ordinaire marque ainsi une alternance et une transition en douceur entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et c'est ce clin d'œil syndical qui boucle cette édition. Merci de l'avoir suivi.